de Afrique, au cabelli des Antilles, c'est le même sourire, c'est le même regarder. C'est ça, tout le monde. En cabelli de Afrique, au cabelli des Antilles, c'est le même sourire, c'est le même regarder. Au cabelli des Antilles, c'est le même sourire, c'est le même regarder. En cabelli des Afrique, au cabelli des Antilles, c'est le même sourire, c'est le même regarder. Me like the way you dance, oh my God. When I'm body girl, she shake my girl. Come on baby, make me celebrate. Love and friendship, me celebrate. Oh, man I general, call me King Salaman. People they plenty, make you not be afraid. I go show you the way, how we dance it, how we do it. Just follow my lead. En cabelli de Afrique, au cabelli des Antilles. Mon étonnement se situe au niveau de l'école d'où vous sortez parce que c'est une école qui a une très très belle réputation et quand on sort généralement de cette école, je veux dire qu'on n'a pas du mal à pouvoir trouver un emploi généralement. Je ne sais pas si les choses sont en train de changer, justement surtout à cette époque. Est-ce que, je veux dire, après cette expérience, vous avez cherché, vous avez déposé vos dossiers dans certaines entreprises pour pouvoir avoir du boulot? Et bien sûr, on le fait. Mais après avoir déposé les dossiers, en attendant qu'on vous embauche, on vous appelle, il faut se battre, puisqu'il faut vivre, il faut manger. On a les enfants à nourrir, on a un loyer à payer. En attendant que vous trouviez un autre emploi, il faut vous employer vous-même. C'est très bien dit. Alors, comment arrivez-vous à combler le vide pendant toutes ces années? Qu'est-ce que vous faites pour subvenir aux besoins de la famille, puisque vous êtes sans emploi? Je me sentais le devoir de me débrouiller pour m'occuper de ceux que j'ai mis au monde. Et concrètement, ça a donné quoi? Ça m'a permis de m'occuper d'eux. Non, je veux dire que quand vous dites vous vous débrouilliez, c'était quoi? Qu'est-ce que vous faisiez comme activité alors? Lorsque vous n'avez pas de ressources pour vivre, il faut imaginer une activité qui peut vous générer des ressources pour vivre. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Et c'était quoi ces activités? Ça peut... En fait, il y a du boulot. Non, je suis entièrement d'accord avec vous. Oui, il y a du boulot. Mais je veux dire, vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous avez exercé dans les premiers temps comme activité? Dès que je suis tombé au chômage, j'ai commencé d'abord avec la toute petite enveloppe que j'ai reçue. D'accord. En partant de la société. On peut avoir une estimation de cette enveloppe? Oh, c'est une indemnisation, je crois, qui tournait autour de... C'était très faible parce que bon, je n'étais pas... Je faisais seulement 3 années. Bon, ça n'atteignait pas le million. Hein. D'accord. Bon, ça m'a permis... Un peu plus de la moitié. Oh, non, oui, un peu plus de la moitié, bien sûr. Mais ça m'a permis parce que j'avais une voiture, un véhicule personnel. D'accord. Et donc, avec ce petit fonds-là, j'ai commencé à faire du commerce de manioc. J'ai acheté ça dans les environs, dans les villages voisins, d'ici sur un rayon de 30 km. Vous viviez à Abidjan? Oui, j'étais à Abidjan. J'étais à Bobo, oui, à côté, à Tchengué, etc. Et moi, j'allais avec le petit coffre de ma bagnole, j'allais prendre du manioc, puis je venais vendre dans les villages ébriés, comme le Kodjiro, à Bodomé et autres. J'ai fait ça. Et ça me permettait de vivre, ça me permettait de faire face à mes charges. Et puis après la vente du manioc, j'ai commencé à penser à un retour à la terre, où là-bas je pratiquais aussi la pêche. Ça me réussissait bien, je vendais des poissons aux instituteurs du village. La pêche artisanale? Oui, oui. J'avais une technique de pêche qui me permettait de capturer du gros poisson dans les lacs et que je revendais aux instituteurs. Et j'avais moi aussi mes champs.
C'est très intéressant, mais est-ce que c'est des activités que vous connaissiez déjà auparavant? Non, je m'adapte. On s'adapte. C'est-à-dire que vous n'aviez aucune expérience. L'intelligence se définit comme la faculté de l'esprit qui permet de comprendre, de concevoir et de s'adapter aux situations nouvelles. Si vous n'êtes pas capable de vous adapter quand vous êtes dans une situation difficile, écoutez, c'est une faiblesse. Et donc, j'étais obligé de m'adapter. Je n'ai pas besoin d'apprendre à faire un chant, je peux imaginer comment ça se fait. J'ai plusieurs fois. Et vous vous informez aussi? Oui, et je faisais la pêche. Moi, pour commencer la pêche, j'ai rencontré un jeune pêcheur quand j'allais au champ. Et il avait de gros poissons, des silures. Je dis, mais écoutez, comment tu enlèves ça? Il dit, ben, je mets du poisson, je mets du savon, des petits morceaux de savon, au bout des hameçons, et je mets dans l'eau. Et le lendemain, je viens, les poissons, eh ben, je les capture comme ça, puis je vais les vendre. Alors moi, j'ai commencé à faire comme lui. Et j'en capturais beaucoup, que je revendais. Et j'avais mon champ. Ensuite, je suis revenu en ville et puis bon, j'ai commencé à m'adonner à la vente du savon. Je vendais des tout petits morceaux de savon comme ça. Du savon fabriqué par vous-même? Ben non, c'était de la fabrication artisanale, c'était local. Et moi, j'achetais et je reconditionnais ça. J'achetais un petit morceau comme ça à 100 francs, qui avait à peu près la grosseur d'un paquet de cigarettes. Et puis bon, je menuisais ça. Hein, le morceau que j'ai acheté à 100 francs, je menuisais en 8 morceaux. Je le conditionnais dans des tout petits sachets comme ça. Et puis bon, je me promenais à essayer, je vendais 100 francs, 100 francs. Pour une dépense de 1000 francs, j'avais 80 morceaux de savon. Wow. Et je vendais ça. Étant père de famille, il fallait laisser un peu de soi avant de partir. Et les conditions n'étaient pas réunies, c'était compliqué. C'est ça. Mais je suis quelqu'un qui résiste donc aux difficultés. Ce n'est pas parce que je n'ai pas assez de moyens que je ne vais pas me déplacer. C'est ça. Donc j'arrivais à Noé quand j'avais moins de 5 000 dans ma poche. À Noé, à la frontière ivoirienne. À la frontière ivoirienne. Alors pour traverser, mon carnet jaune avait des problèmes. On dit, monsieur, entrez là, vous avez un vaccin à faire. Excusez-moi, le carnet jaune, c'est quoi? Enfin, le livret, le carnet de vaccination. De vaccination. J'allais dire. Donc, je fais le vaccin et on me soutient encore 2500. Donc, je suis arrivé à Djamé pratiquement avec moins de 3000 francs. Et il faut se chercher quand même. Donc, je connais personne, c'est ma première fois. Il est 15 heures à Djamé. Imaginez ce qui peut se passer. Mais ma chance... C'était quand même risqué, hein? C'était risqué. Mais étant un homme de métier, on n'a jamais peur de risquer. Aujourd'hui, si nous avons les bateaux, les avions et tout ce que nous avons autour de nous, les gens ont risqué leur vie pour qu'on ait ça aujourd'hui. Donc, je suis arrivé, mais Dieu merci, quand je partais, j'ai fait connaissance d'un peintre ivoirien avec qui j'ai échangé à Lomé. Alors, il est anglais, il m'a dit, bon, dès que j'arrive à Djamé, donc de prendre les Woro jusqu'à 2 plateaux. Donc, il vous a donné son adresse, en fait. Son adresse et l'itinéraire. Donc, je suis arrivé à son hôtel autour de 17 h. On me dit qu'il n'est pas là, il est sorti. Alors, je tente de le joindre et il répondait donc hors d'Abidjan. Et il ne devait pas arriver avant 21 h. Alors, à l'hôtel, on m'a rassuré qu'il n'a pas donné des consignes pour mon séjour. Donc, on ne pourrait pas vous recevoir. On ne pourrait pas me recevoir. Alors, tout de suite, je suis allé dans la rue. Parce qu'ils sont déjà 18 h moins. Je suis allé dans la rue directement. Il faut chercher où se trouve un Togolais, un ferronnier, qui peut rapidement m'héberger. Parce que si je trouve un ferronnier qui a un atelier, du moins, je peux dormir à l'atelier. Je vais dans la rue, je trouve des jeunes qui passent, je demande un Togolais, un atelier quelconque, où je peux... C'est un jeune qui m'a reçu, il me dit, écoutez, mon patron, c'est un Togolais. Mais il est déjà rentré, il est 18 h. Je ne peux pas me permettre de te recevoir chez moi parce que je risque d'avoir des comptes à rendre. C'est ça. Alors, tout ce que je peux faire pour vous, monsieur, prenez Woro, demandez sous la haute tension, vous descendez sous la haute tension, demandez la femme qui vend Dokounou. Parce que généralement, les Togolais viennent manger Dokounou là-bas. Avec Ablo, tout ça. De rencontrer un Togolais. Alors, je fais l'itinéraire, je descends sous la haute tension, et c'est la première fois que je découvre les couloirs à Abidjan. On va à gauche, le couloir finit, il y a un autre couloir qui attend, et puis... Et en ce moment, vous étiez dans quelle commune? J'étais à Bobo. C'était à Bobo, d'accord. Donc je ne commençais pas à avoir peur parce que beaucoup de couloirs, bon, je ne comprenais rien. Alors, je n'ai jamais vécu des couloirs comme ça, donc c'est ma première fois. Alors, je suis allé... Vous aviez un peu peur quand même? Ouais, ça fait un peu peur. Mais est-ce qu'en ce moment, avant de poursuivre, est-ce qu'en ce moment, vous aviez des regrets? Vous ne vous êtes pas dit, ah, bon, je passe de couloir en couloir, je suis dans un quartier précaire. Non, je n'avais pas... Et si j'étais resté chez moi à Lomé, c'était pas mieux? Non, vous n'avez pas eu cette idée? Je savais que je vais en aventure. Et un aventurier doit s'attendre à tout. À tout. Déterminé. Donc, j'avais une détermination, j'avançais.
je vois la dame, je la salue, je dis, madame, je viens d'arriver du Togo, je suis togolais et je voudrais voir si je peux, comme les gens mangent ici, rencontrer un Togolais qui peut m'héberger pour ce soir du moins. Elle dit, ah, voilà une porte devant toi, c'est pour un Togolais, mais il n'est pas là. Il est en service, il revient à 20h. Alors, ce que Dieu a fait de miraculeux, pendant que je discutais avec la dame, voilà une jeune dame qui court derrière et qui dit, ah, tonton, bonne arrivée. Alors, Attends. je tourne, je pensais qu'il y a quelqu'un derrière moi à qui on parle. Elle me dit, mais c'est moi. Je dis, mais tu me connais? Et vous êtes étonné. J'étais très étonné. Imaginez Abidjan, ce grand pays, cette grande ville-là, et puis à Bobo dans ce coin, après des couloirs. Et puis, c'était formidable. Une histoire de couloir. Bon, alors, elle dit, mais c'est toi, non? Ce n'est pas papa Solom, Emmanuel, Daniel. J'ai 3 enfants. Elle a appelé le nom de j'ai 3 enfants. Alors, j'étais convaincu qu'elle me connaît. C'est ça. Mais c'est miraculeux. Oui. Je viens à Abidjan le même jour, dans un coin très reculé, et quelqu'un me connaît. Ça, c'est Au formidable. moment où vous avez besoin d'un dortoir. Voilà. Donc, elle est venue à moi, elle s'est présentée avec eux. Nous étions à Goya ensemble, dans la même maison. Je dis, ah, mais c'est vrai. Mais depuis que tu as quitté, tu es resté, tu n'es pas allé au village. Elle dit, donc elle est venue ici chez une autre tante à Abidjan, et c'est là elle habite. C'était formidable. Elle m'a conduit chez la tante, on a causé ensemble. Elle était prête à m'héberger si le ferronnier, à son retour, ne voulait pas le faire. D'accord. Alors, j'attendais le ferronnier, il est 20h, il est arrivé. Dieu merci, j'ai toujours mes photos avec moi. Et mon travail se défend. Quand tu vois mes photos, tu es convaincu. Il a fouillé mon album et quand il est convaincu de ce que je fais comme travail, il a choisi m'héberger. Il n'y a pas d'inquiétude, surtout quand il m'a vu avec mon chef de l'État. Il est convaincu que je suis quand même un homme qu'il faut recevoir. Depuis on est là, on égrène le sujet à cette émission, c'est le sujet le plus bizarre. Comment quelqu'un peut voler son propre enfant? C'est pas... Public, voyez-vous ça là, hein? Vous voyez que le métier est difficile de parler dans ça, de dire quoi dans ça? Quelqu'un qu'on accuse d'avoir volé son propre enfant. Ton enfant que tu as mis au monde, on dit que tu as volé ça. Supporter la grossesse pendant 9 mois. On peut voler ça encore. Je dirais que c'est mirifique et mirobolant, voire même ahurissant. Ça, c'est... Et c'est reparti pour un tour. Mais la vie est ainsi. Moi, je dis, femme ne peut jamais voler son propre enfant. Mais je sais que femme peut voler son propre argent dans la maison. Ça, non, attends, Philo, ça veut dire quoi? Expliquez-nous donc, expliquez-nous. Vous vivez avec une femme, vous vivez avec votre femme, vous êtes 2 dans la maison, et chaque fois qu'il y a les dépenses, elle dit je n'ai rien. Elle dit je n'ai rien. Puis souvent, c'est elle qui dit mon argent est perdu dans la maison. C'est pas un mec qui a volé son argent. C'est un mec qui a volé son argent. Voilà. Je dis que souvent ça arrive, c'est ce qu'on appelle souvent les accusations en toi, ça arrive. Si vous vous trouvez, c'est pourquoi il faut prier avant de sortir chaque matin. Il faut prier avant de sortir. Vous pouvez vous trouver au mauvais moment, dans le mauvais quartier, à la mauvaise heure, au mauvais carrefour. À partir de ce moment, vous devenez le mauvais type. On vous prend, vous fout en prison, pourtant vous n'avez rien fait du tout. Même quand on est accusé à tort, souvent ça a ses avantages. Il faut le dire rapidement. Ça a des avantages. Moi, je connais une voisine comme ça qui était là, elle vivait chez son oncle, là, elle était orpheline de père et de mère. Et chaque fois que quelque chose se perd, elle note. Ça dit quand quelque chose se perd dans la maison, on dit c'est elle qui a volé. La petite fille est innocente, on dit c'est elle qui a volé. Et on lui faisait signer une déposition de vol dans la maison. Ça dit quand quelque chose se perd, big se perd, on dit c'est elle. Et puis on fait signer la petite fille à la page. Plus de 50 signatures, les vols. Pourtant, c'est pas elle est obligée de signer. Mais c'est avéré qu'un jour, la fille, elle a bossé dur, vu toutes ces tracasseries conjugales. Elle a bossé dur, elle allait postuler pour un poste quelque part dans une administration. Et le directeur lui dit, mais mademoiselle, votre dossier est propre, mais je vous pose une seule question avant de vous embaucher. Est-ce que vous avez déjà occupé un poste de responsabilité dans votre vie? Elle dit, monsieur, voilà le papier là qu'elle a. Quand je vole, on dit je suis responsable. Elle a beaucoup C'est cette coque. Vous la voyez comme ça, elle est banale pour vous, c'est juste une coque pour un téléphone. Mais c'est une coque qui sert, une coque c'est pour la protection. Ah, les fourreaux de portable. Une coque pour la protection des téléphones à la pomme. Lorsque je parle de téléphone à la pomme, tout le monde comprend. Oui. Voilà. Oui. Et cette coque-là, vous savez... J'adore votre subtilité. Voilà, cette coque-là, vous savez, les téléphones à la pomme, ils ne prennent qu'une seule puce. Et avec cette coque, vous aurez l'occasion, l'opportunité d'avoir un dual SIM, c'est-à-dire un téléphone à 2 puces. Parce qu'à l'intérieur, vous installez votre deuxième puce et vous téléchargez une application dans l'App Store qu'on appelle More Cards, qui signifie plusieurs cartes. Donc, avec cette application téléchargée, vous connectez votre coque à l'application et automatiquement, vous pouvez recevoir vos appels de votre deuxième puce
à partir de la coque, mais ça sonne sur votre téléphone. Seigneur. Voilà. Et en plus de cela, parce que c'est un 3 en 1, en plus de la coque pour protéger le téléphone, en plus du fait que ça prenne une deuxième carte, c'est à la fois un power bank. Vous connaissez le power bank? Un chargeur. Voilà. On a plein de choses. C'est un power bank pour les téléphones sous iOS. Des expressions techniques. Moi, par exemple, j'ai un power bank que je tiens là avec mon téléphone. Regardez. C'est simple. Je le mets comme ça. Ça, c'est pour les téléphones sous Android. C'est une banque d'énergie. Voilà, une banque d'énergie. J'allume là. Et c'est parti. Mon téléphone ne sera pas déchargé pendant une journée. Je suis tranquille. Voilà. Ah, ça, c'est vraiment intéressant pour les personnes qui sont tout le temps connectées, comme je l'avais dit, les nomophobes, ceux qui ne quittent pas leur téléphone portable. Voilà, c'est pour nous. Lynn Jabert, Alissa, je fais un coucou. Voilà. Ce chapeau d'origine, ça c'est les peuls du Burkina qui portent ça, c'est pour dire que nous, après le football, on garde toujours notre tradition. On est là, puis tu vois, ça c'est peau, tu vois. Quand tu portes ça là, de fait, tu ne fais rien. Quand tu gagnes, comment ça et voilà. C'est ce qu'on appelle avoir la peau dure. Les gens, la Russie fait partie de l'un des plus grands pays sur cette planète, hein, avec, je crois, en 2007, plus de 145 millions d'habitants. Donc, c'était un gros pays, c'était un grand pays. Donc, si on a une compatriote qui est championne là-bas, qu'on ne connaît pas, que nous allons découvrir aujourd'hui, c'est une bonne chose. Moi, je dis que c'est la Russie, et puis bon, elle est championne là-bas, c'est qu'elle a eu l'argent. Nous, nos pays ici, on n'a pas eu la chance d'aller là-bas avec l'argent. Quand vous prenez les noms des Russes, leurs noms, vous prenez, il y a Minagikov, Kalanikov, Drissakov, Blamakov, tout ça. Donc ça, ouais, ça montre que, oui. Kalachnikov, c'est une arme. Ah, c'est une arme. J'ai dit nom du créateur. Ah, d'accord. Donc tout est coffre là, ça veut dire qu'il y a l'argent dedans, sauf que c'est un coffre qui est là-bas et il y a l'argent dedans. C'est tout ça qui est coffre. Ceux qui vont généralement de l'autre côté qu'on ne voit pas. Souvent même, on a des joueurs qui évoluent au niveau du football, qui évoluent quelque part dans des contrées bien loin là-bas, en Moldavie, en Tchécoslovaquie, qu'on ne connaît pas. Et l'entraîneur est obligé d'aller les chercher pour venir. Donc souvent, quand on les connaît comme ça, souvent au niveau du football féminin en Côte d'Ivoire, avec le recrutement au niveau des femmes, on peut aller la chercher pour venir. C'est une bonne chose. Je me rappelle une fois, il y avait, c'est difficile pour les entraîneurs, où il y avait un Malien. Et Mali à l'époque, j'étais dans les années 90 et autres, qui était gardien d'un magasin, quelque part chez les Esquimaux là-bas. Mais le recruteur. On parle de foot, ça n'a rien à voir sur le magasin. Je me dis que le sélectionneur, lui, cherchait gardien de foot. Bon, il allait là-bas, il a pris le gars, il est venu garder. Oh, c'est pas garder, il est venu mettre gardien des magasins. C'était 12-0 le prochain match à suivre. Merci à Dr Philo. En même temps, profitez pour donner des conseils à nos filles à la maison. Allez-y vous chercher, comme votre soeur qui est là, qui est championne en Russie. Être championne en Russie, c'est mieux qu'être championne dans les Russes. Manger la haine des garçons en Russie. C'est très important. L'enfer, chacun a sa manière de vivre l'enfer. On dit l'enfer c'est visiter, l'enfer c'est visiter. Chacun de nous a sa manière de vivre l'enfer. Moi je ne pourrais pas en dire plus. Mais ce que je peux dire, c'est que quelqu'un qui a brouillé son visa, il a nagé dans l'eau, tout ça là où il arrive. Voilà, on dit Clotilde qui est là, il va rentrer en Italie dans 2 minutes. Puis le policier italien s'arrête de l'eau pour faire ça. Retourne, c'est l'enfer. Je me rappelle de cette phrase de ma grand-mère à l'époque, Adama Sissé, et de mon cousin Mahamoud Diawara qui disait en Maraka, qui est une langue... Non, c'est des Maraka du Mali. C'est des Maraka du Mali. Jamais au dîner 2 jours là. Mais il disait en langue Maraka que Anisha Mahadougou. Ça veut dire tout simplement que Dieu, oui, ça veut dire que la poule ne peut pas disperser auprès de ses poussins de la mauvaise graine. Oui, donc les parents adorent toujours qui n'a pas envie de voir son enfant réussir. Mais c'est ça, vous n'allez pas, nous sommes au 21e siècle, on parle d'une mondialisation, d'émergence. Vous allez pratiquer le plus vieux métier au monde et puis les parents vont être fiers de vous. Ah non! Ah non, le plus vieux métier, pourquoi on utilise les rideaux là-bas? Parce que tellement c'est vieux, ça a des rides. C'est pourquoi on utilise les rideaux là-bas. Donc c'est pas du tout... Et les parents n'aiment pas. Si les parents n'acceptent toujours pas le métier que vous exercez, ça veut dire peut-être que, je veux dire que peut-être il y a du cas. Voilà, il y a une raison. Soit peut-être vous avez réussi dans ce métier et vous ne donnez rien aux parents. Vous avez réussi et vous ne donnez rien aux parents et toujours eux, leur sac de riz diminue. Vous êtes là, vous travaillez dans la maison, là, vous mangez sac de riz, là, ça les énerve. Vous dites, toi, travail que tu fais, je te maudis, arrête. Il faut servir les parents, c'est très important. Je vais dire aussi qu'il faut, nos parents qui sont au village, vous avez, quand vous allez au village, hein, on revient de la fête des parents. N'allez pas mentir aux parents. Ce que vous faites là, dites-leur. Expliquez-leur les contours, les différentes nomenclatures, les différentes péripéties qui nouent votre métier. C'est très important. Vous ne pouvez pas aller au village
Tu ne peux pas aller au village, dire, pendant que vous vous promenez de maison en maison pour masser les maris des gens, pour arracher le foyer des gens aux femmes, vous dites que vous êtes une mascotte contemporaine. Mascotte, c'est quoi? Tu mascottes des gens dans la maison des gens et quand il est content, il te donne un pot de reine. Donc c'est ça que tu appelles contemporain. Ah non, non, il faut expliquer ce que vous faites. C'est très important. Voilà. Je voudrais terminer mes propos. Trêve d'applaudissements parce que la chronique n'est pas longue. Et donc je voudrais terminer mes propos pour dire que nous sommes en Afrique, nous avons nos coutumes, nous avons nos traditions. Regardez, quand vous avez ces métiers, les noumous par exemple, c'est ceux-là qui sont chargés de travailler le fer. Mais vous êtes un noumou, vous êtes chargé de travailler le fer, vous allez faire de recyclage de plastique. Ça ne marche pas, fer à caoutchouc, ça ne marche pas, les parents vont forcément à s'opposer. Nous avons des parents musulmans aussi qui interdisent à leurs enfants aussi, ça c'est leur coutume, c'est souvent, voilà, ça existe là-bas, d'aller vendre la boisson et puis d'envoyer l'argent à la maison. On voit ça généralement. Et puis oui, même quand vous travaillez, évidemment, un cousin qui travaille à Move qui est notre sponsor, il vient à travailler, il dit non papa je travaille à Move. Il faut expliquer aux gars que c'est une téléphonie mobile, tu dis non moi je travaille à Move. Le vieux ne comprend pas. Il attend Move. Toi tu dis tu travailles à Move. Le sport passe, on dit Move, no limit. Il battra des. C'est bœuf qui fait Move là. Tu travailles pour le limite. Vous êtes déjà arrivé de rompre un contrat pour aller fêter Pâques? Mais en fait, madame, vous voyez quand il y a la Noël, quand il y a le Hajj, quand il y a d'autres cérémonies essentielles, il y a un mariage, on va retrouver la famille. J'ai eu une, deux fois vraiment essayé de rompre le contrat pour venir parce que j'étais consultant de la Banque mondiale pour faire une formation au Mali. Et au départ, j'avais signifié que la période de Pâques va m'être difficile. Il faudra qu'il concède que je puisse retourner pour faire la Pâques. Pardon, excusez-moi. C'est avant même la signature du contrat ou pendant la signature, vous signifiez déjà Bien sûr, puisque bon, il faut être honnête avec le partenaire. Il faut lui dire quand tu as, à quelle période tu as empêché. On en tient compte. Donc j'ai glissé que, attention, cette période-là est dangereuse pour moi. Dangereuse? Bien sûr, il faut dire pas, il n'y a rien à faire. Donc quand ça arrivait, au moment où ça arrivait, bon, on avait décalé, donc ça coïncidait avec la Pâques. Je n'ai pas fini de faire les cours. J'ai quitté Bamako, j'étais maintenant à Bougouni et il devait aller à Sikasso. J'ai dit, bon, écoutez, bon, moi, je ne peux pas faire autrement, je rentre à Côte d'Ivoire. On dit, mais ce n'est pas possible. Il dit, oui, mais ce sera possible. Bon, on a négocié, ça n'avait pas. Il dit, bon, ben, on rend le contrat, ne me payez pas, mais moi, je vais à Pakinou. Mais non, normalement, vous devez gagner combien dans ce contrat-là? Le contrat-là peut-être 1 franc, je ne vais pas le dire ici. Non, c'est vrai. En fait, je suis sûre que les téléspectateurs vont se poser des questions et même nous ici, on se demande, mais pourquoi prendre un aussi grand risque et gros risque pour une simple fête? Mais il n'y a pas de risque, madame, dans ces conditions-là. C'est ce qu'on aime. Chacun aime quelque chose. Chacun est passionné de quelque chose. Et votre passion, c'est la Pâques. C'est la passion. Quand on aime quelque chose, on s'y accroche. Chez nous, on dit que c'est que la fourmi là, aime où reste sa tête. C'est-à-dire, on tire, mais la tête reste là, accrochée. Donc, on aime la Pâques nous parce qu'on va retrouver les parents, les amis. Bon, au début, la Pâques nous s'est barré tout seul. Hein. Mais aujourd'hui, regardez, c'est près de 500 000 personnes qui vont se déplacer de jeudi, c'est-à-dire aujourd'hui, jusqu'à lundi. Et l'année dernière, quand on revenait de la Pâques le lundi, on avait près de 7 km d'embouteillage en Dianouan pour passer. Parce que c'est sur les 4 voies. 7 km d'embouteillage. Ça veut dire que les gens y vont. Oui. Et vous, personnellement, qu'est-ce qui vous attire le plus dans ces moments-là? Écoute, mais quand tu vas voir, il y a l'effervescence. Les gens d'abord ont dit à balayer le village. C'est propre. Ils ont attaché les boutons et autres animaux. C'est là, les agoutis, même s'ils fuient, on va les rattraper, ils viennent, on les ramène là. Et puis, il y a la fête. Et puis, les femmes se font belles. Vous voyez, elles sont faites, toutes nos filles là se font belles, elles sont au village. La tuberculose est provoquée par le bacille de coq. Moi, quand les femmes qui vendent bacille, je ne mange pas. Je ne mange pas. Je ne mange pas. Même le coq même qui a la fin, là, je vais vivre avec femme jusqu'à un coq là, je ne vais jamais faire. Donc je me donne tout le moyen d'éviter. Mais ça vous dit,
que c'est une maladie qui s'attaque au poumon. Il faut faire très attention, qui s'attaque au poumon. Et c'est une maladie, c'est souvent la négligence qui avance. Parce que ça avertit, plus vite même, ça t'avertit. Ça te signale. Et il faut aller, dès les premiers signes, il faut se présenter à l'hôpital pour dire voilà ce que j'ai, voilà ce que j'ai. Il n'y a pas de honte à cela. La tuberculose, il n'y a pas de honte. C'est comme quelqu'un qui a affirmé si fesse. Est-ce qu'il a honte de sans pantalon devant l'infirmière? Non! Il n'a pas honte de descendre le pantalon devant l'infirmière. Donc il ne faut pas avoir honte de la maladie. Souvent c'est les jeunes filles là, souvent, tout non, c'est genre, quand tu lui demandes, non, j'ai avalé les travers. C'est tuberculose qu'elle a avalé. C'est tuberculose là. Il faut déjà signaler dès les premiers signes. Le vaccin, le nom du vaccin. Oui. Le BCG. Le BCG, voilà. Le Bacille, calmette et guérin. Et guérin, voilà. Tous les moyens même sont dans le vaccin même pour guérir. Donc il faut déjà, même les éternuements, même dans le public dans le bus, c'est là. Je n'aime pas. Et j'ai profité pour dire, déjà même quand vous crachez, il y a un peu de sang dedans. Chérie, non, c'est bissap. Du sang de bissap, on connaît. Donc il faut se donner les moyens d'éviter cette maladie. Et je vais profiter pour dire que, pour lancer un appel aux autorités sanitaires de la Côte d'Ivoire, le centre antituberculeux qui se trouve à Djamé, ce n'est pas sa place. C'est mon point de vue, ce n'est pas sa place. On ne peut pas accepter que des malades qui souffrent de la tuberculose, qui sont dedans, qui souffrent, qui pensent à comment ils vont guérir et autour d'eux les gens vendent friperie, liquider. Lui va penser que cette maladie-là va le liquider. Il faut que c'est D'accord, moi je souhaiterais quand même savoir ce que vous faisiez auparavant, avant de venir en Côte d'Ivoire. J'étais dans les corps habillés. Corps habillés. Voilà. Plus précisément dans la police. Dans la police. Et puis j'ai arrêté complètement après parce que ça ne me disait rien du tout. Et puis je voulais vivre, je voulais voyager. J'ai vécu, après j'ai métier d'animateur dans tous les pays du monde. Quand vous dites animateur? Animateur de villages de vacances, de boîtes de nuit, de spectacles. J'allais partout dans le monde entier, en Inde, aux États-Unis, à Dubaï, donc vous voyez la photo qui est devant vous. Voilà. Et puis la Côte d'Ivoire, quand je suis venu en Côte d'Ivoire, j'ai connu ces personnes-là, mais j'avais peur. De quoi? Ah, voilà. Question que je me pose. Que vous vous posez à vous-même? Jusqu'à maintenant. De quoi aviez-vous peur alors? C'est-à-dire que vous arrivez dans un pays où vous êtes tout seul, vous n'avez personne à droite, personne à gauche. Le ciel est votre toit, et votre la terre est votre lit, aussi. Et vous n'avez personne devant vous. Et la dame charmante? Et la dame, avec son mari, elle a été mariée. Ah bon? Vous exprimez là une très grosse déception apparemment et ne vous l'avez pas dit. Non, c'était pas une déception, non. Non, mais la dame, elle était mariée. Elle était mariée, mais qu'est-ce que vous voulez faire, hein? Ici, là, elle était mariée. Vous le saviez au départ? Non, je le savais à l'arrivée. Comment vous l'avez pris? Comment tu veux que je le prenne? Je veux pas tuer son mari, non? Alors donc vous arrivez, je veux dire, vous faites forcément des amis, parce que c'était en 2002, 10 ans après, donc en 2012, vous décidez de revenir et cette fois-ci vous installez pour de vrai. Non mais attendez, entre 2002 et 2012, je venais 2-3 fois par mois. Ah d'accord. Je rentrais à Paris le mardi soir, j'arrivais le mercredi matin, je rentrais chez moi, je faisais internet, je faisais govoyage.com. Je regardais les billets d'avion. Je vois un billet d'avion Africa Airways, qui est par la Libye, à 380 €. J'ai appuyé sur réservation. Le lendemain, je suis à l'aéroport. Je viens à Abidjan, heureux. Heureux, parce que j'ai l'impression que j'arrive dans mon pays. Et je suis très fier de ça. Et j'avais un ami qui, au début, que j'avais connu. Quand je suis parti la première fois, je ne voulais plus revenir parce que j'étais un peu isolé. J'avais peur du monde. J'avais peur de ces gens-là. Mais la deuxième fois, quand je suis... Vous avez peur de qui? J'avais peur du monde qui était autour de moi. Je suis tout seul. La découverte de l'inconnu. Voilà. Et puis la deuxième fois, quand je suis arrivé, il m'a invité à manger chez lui. Je suis parti. Il m'a amené au marché. J'étais au marché avec lui. En plein milieu du marché, je vois des enfants qui viennent là. Ils me disaient « Toubabou ». Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je n'en sais rien, moi. Je ne sais pas, moi. Ça veut dire blanc, on dit là, en malinki. Il le sait. Il le sait, ça tout quoi, Dieu le sait bien. Je le regardais, je sais qu'est-ce qu'il me dit, tout babou, celui-là. Bon, je dis rien. Il vient, il m'embrasse. Les gens me saluent. Il y en a qui me disent, le blanc, ça va, le blanc, ça va. Voilà, chaleureux. Je me suis arrêté en plein milieu du marché, je me suis mis comme ça. Et pourquoi j'avais peur? Je me suis dit, mais vraiment, Bruno, tu es un imbécile. De qui t'as peur?
tu as peur. Regardez comment ils sont gentils avec toi. Oui. J'ai commencé à dialoguer. Après, on a été chez une dame qui faisait à manger. Vous savez, comment ça s'appelle? Le placali? Non, non, laisse tranquille le placali. Le foutou? Non plus, reste tranquille. C'est quoi alors? C'est vous ceux qui avez mangé? Nous, on n'était pas là. Comment ça? Le kedjounou. Kedjounou de poulet. Et les pâtes de bœuf. D'accord. Je me suis mis à... Le midi, tu veux manger? Non, 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 je mange pas ça. Mais du coup, un petit peu, je veux pour te faire plaisir. Explosion de sensations. Allô, ma soeur. On dit quoi? Tu as vu le dernier zongolien de Kimka? Quoi? Attends, je t'envoie ça. Tu vois, non? C'est comme ça que je dois m'habiller ce soir. Avec le forfait réseaux sociaux, l'accès Facebook et Facebook Messenger, Twitter, WhatsApp et Viber est gratuit. Tweet sans limite et chat en instantané avec tes amis partout dans le monde. À 200 francs pour 24 heures illimitées ou 500 francs pour 7 jours non-stop. Move, no limit.